Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session consacrée à la place de l'arme nucléaire dans l'environnement international actuel. Celui-ci est marqué par de multiples crises, on les a évoquées au cours des derniers jours, telles la guerre évidemment entre la Russie et l'Ukraine, les tensions entourant la question de Taïwan ou encore le conflit israélo-palestinien. Ces multiples crises ne préparent peut-être pas ou ne présagent peut-être pas d'une nouvelle guerre mondiale, mais elles mettent en évidence que le monde est en guerre, comme le soutenait un article publié hier dans la revue The Atlantic et que je trouvais fort intéressant. Ces multiples crises menacent la sécurité et la stabilité. Elles remettent en question l'architecture de sécurité internationale, que ce soit le rôle de l'ONU et de son Conseil de sécurité, les mécanismes régionaux ou encore les initiatives bilatérales. C'est dans ce contexte d'instabilité et de tension, de risque de mauvais calculs et d'erreurs de la part des États, et d'inefficacité apparente des mécanismes traditionnels de règlement des différends, qu'ont ressurgi les craintes concernant les arsenaux nucléaires. Avec peut-être une interrogation majeure. La dissuasion, qui permit d'éviter un affrontement militaire direct entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide, est-elle encore aujourd'hui effective et efficace ? Cette théorie de la dissuasion est-elle encore applicable dans un environnement de rivalité multiple et de progrès technologiques fulgurants? Est-on confronté au risque d'une prolifération nucléaire tous azimuts et donc incontrôlable? Quelles sont les meilleures façons de gérer ou de contrer ce risque de prolifération? Voilà quelques-unes des questions sur lesquelles j'inviterai nos panélistes à se pencher au cours de cette session. Et je vous présente nos panélistes. Tout d'abord, son Excellence Miroslav Lajčák, ancien président de l'Assemblée générale des Nations unies et représentant spécial de l'Union européenne dans le cadre du dialogue Belgrade-Pristina. Son Excellence Salm Kusti, secrétaire permanent du ministère de la Défense de la République d'Estonie. Son Excellence Miro Kovač, ancien ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie. Son Excellence Zoran Zolevski, ancien ministre de la Défense de la République de Macédoine du Nord. Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Monsieur Xavier Pasco, président de la Fondation pour la recherche stratégique. Et enfin, James Carafano, vice-président du Catherine et Shelby Collin Davis Institute for National Security and Foreign Policy, en provenance des États-Unis. My first question will be for you, Mr. Lajčák. I was mentioning a few minutes ago that with the war in Ukraine and the increasing Chinese nuclear arsenal or the threat of using nuclear weapons made recently by some Israeli officials, are the renewed fears of a nuclear conflict legitimate or exaggerated? I'm afraid the fears are legitimate because the nuclear weapons are here, while the mechanisms to control them are missing. Not that we have not developed them, we have the framework, but the framework has not entered into force. I'm speaking about the Comprehensive Test Ban Treaty or about the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Both are here but have never entered into force. Why? Because the countries that actually own the nuclear weapons never ratified them. Also some of the framework for the control of the usage or non-proliferation that were achieved during the Cold War are of course no longer valid because either the United States or Russia are withdrawing from this treaty. So therefore we have less rules, but not less nuclear weapons, and therefore the risk is here. Plus, except for the states, we also have non-state actors, and the risk of misusing of nuclear weapons by these non-state actors cannot be excluded. So therefore, I would say we need to keep working, we need to keep talking, we need to do it in a way that takes into account the global security environment. We need to address sensitivities on all sides. That's very important. We need to include all the players who are relevant for finding solution to the issue, and we need to find a balance between idealism, which is present among, of course, our public, and pragmatism or even cynicism on the side of policymakers.
This is what I would say at the opening of this panel. Thank you, Mr. Lajak. Mr. Kusti, I would like to ask you basically the same question. Do you think that the current nuclear threat or fears are legitimate or maybe overrated? Well, thank you for the question, and welcome to the last panel. Well, usually there's a mathematical equation when it comes to talking about nuclear threats. People who know about it are usually silent, and people who know nothing talk very much. So I'm clearly somewhere in between. But I would concur with my previous colleague here. This is something that needs to be taken extremely seriously. The nuclear threat is not gone anywhere, number one, and number two, already on the accusation level, it works. We can clearly see it in Germany, we can clearly see it in France, it works. The moment there will be a press release or whatever coming from the national TV of Russia, it freezes a lot of people, a lot of decision making around Europe. And this is exactly the reason why they are doing this, because it manages the escalation and manages the escalation from our side. Which means that we need to go back to some of the textbooks of nuclear threats and see how this was tackled, because we collectively managed it pretty well throughout the Cold War. Thank you, Mr. Kusti. You mentioned the framework or the traditional approach to manage nuclear threat. Mr. Kovacs, do you believe that those traditional approach can still work in today's environment? First of all, when it comes to nuclear weapons, I think it's very easy. As long as they exist, they can be used. And Mrs. Haynes, Director of National Intelligence, she said last year in a hearing that the possibility of Putin using nuclear weapons in Ukraine is real. So that's not me, it's Mrs. Haynes, who's in charge of American national security. My personal conviction is that in the case of losing the war, in the case of losing specifically Crimea, Putin would be compelled to use tactical nuclear weapons for a face-saving operation. Okay? And when it comes to rules, we need new rules. And to get new rules, we need the biggest players to start speaking honestly about how to create these rules. We had a meeting some days ago between President Xi and President Biden in San Francisco. The atmosphere was quite cold, as we could read from the press. But it's a good step in the right direction. But the biggest players have to start acting pragmatically, taking into consideration what is most important, and that is to create a framework for a peaceful world, or a world which would be as peaceful as possible. Thank you. Thank you, Mr. Kovacs. Mr. Zalewski, Mr. Kovacs mentioned moments ago that nuclear weapons remain a threat because they exist. Would you consider that implicitly or explicitly using the threat to use nuclear weapon is a responsible and efficient way for state actors to make their point on the international stage regarding some interest or the dynamics of certain conflicts? Thank you very much. Yeah, the question is relevant, and the answer is relatively, let's say, open and easy. Today we are discussing about nuclear threats here at Tangier. I remember I was ambassador to Washington when President Obama was 2008, 2009 or 2010
when he started to speak about his initiative, Global Zero, which is a world without nuclear weapons. When I became a Minister of Defense in 2016, people were still discussing about in which direction we'll go. Now, today, here in 2023, we speak about real nuclear threats. And, I was surprised how many people are approaching me on the street in my country, but also abroad, and asking me, is it nuclear threat real? Yeah, that's back on the agenda, and definitely we need instruments how to regulate this very important element of the global security and global order. Thank you, Mr. Zalewski. Monsieur Kusti mentionnait dans son propos un élément important, à l'effet que ceux qui connaissent peu l'arme nucléaire en parlent beaucoup, et ceux qui connaissent plutôt bien en parlent relativement peu. Et je vais profiter que nous ayons avec nous deux personnes qui, à mon avis, en connaissent plus que pas assez sur la question, pour les inviter à nous éclairer. Quels sont les paramètres que l'on doit avoir à l'esprit lorsqu'on réfléchit à la menace nucléaire? Et donc, je me tourne vers vous, Général Trinquant, pour commencer. Que doit-on garder à l'esprit quand on parle du nucléaire? Merci. Et je confirme, y penser toujours, n'en parler jamais. Pour les pays qui en sont dotés, c'est une maxime qu'il faut tenir. C'est pour ça que la déclaration du ministre de la Défense israélien disant « jetons une bombe nucléaire sur Gaza, ça réglera le problème » est complètement folle. Pour revenir sur ce qu'on appelle en France la grammaire nucléaire. Alors ça amuse beaucoup les gens, je n'ai pas le train. La grammaire nucléaire. Ça veut dire qu'on n'en parle pas. Je vous donnerai un exemple. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, au bout de 2 jours, le président Poutine a dit qu'il mettait en alerte niveau 2, ce qui n'est pas très important, il y en a 4, les armes nucléaires. Et pour la première fois dans l'histoire française, les 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français sont partis à la mer. Personne n'en a parlé. Mais évidemment, les Russes le savaient. Et c'est ce qu'on appelle la grammaire nucléaire. Coco, tu parles nucléaire, je montre. C'est un peu comme au poker, vous savez, je monte. Et je crois que le cœur de tout ça, c'est la dissuasion. Et j'entendais parler du tactique et du nucléaire. Alors je vais essayer de vous mimer le général de Gaulle. Tactique, stratégique, vous m'emmerdez, tout ça c'est du nucléaire. Arrêtons de croire qu'on utilisera plus le tactique que le stratégique. Le tactique nucléaire aujourd'hui, c'est l'équivalent de la bombe d'Hiroshima. Vous voyez les résultats, vous voyez ce que ça fait. Donc je pense qu'il faut en revenir au terme de la dissuasion nucléaire, et puisque j'ai parlé de la position de la France avec la sortie des 3 sous-marins, je parle de la position russe. Vous savez que je commande depuis 18 mois beaucoup ces choses-là. Il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que ceux qui parlent le plus du nucléaire, c'est ceux qui n'ont aucune responsabilité là-dedans. Medvedev, tous les autres. Président Poutine, il en parle quasiment jamais. Donc oui, le nucléaire, aujourd'hui, est toujours important sous cet aspect dissuasif. C'est ce qui permet au passage à la Russie de faire la guerre parce qu'elle est sous le parapluie nucléaire. Voilà. Merci beaucoup, Général. The other specialist of nuclear question on the panel, as far as I'm correct, is James Carafano. And I would like to know if you would have something to add to what General Trinquant just said. Yes. First of all, I would say we have to understand that what is the real utility of nuclear weapons in the world today? And they only have one utility, is they prevent nuclear war with other nuclear states. It doesn't mean nuclear states won't go to war. They will at the subnuclear level, but it prevents them from having a nuclear war with each other. And we have a very long track record of this, including the most interesting example, which of course is Pakistan and India, which were bitter enemies and actually engaged in real conventional wars and actually pulled out their nuclear weapons and then figured out that that wasn't going to happen. I'd like to go back to the tactical nuclear weapon
point, because I think that's really important as a class of weapons. A tactical nuclear weapon is relatively short range, so that's under 100 miles, a relatively small kilotonnage. And what's the reality of being able to do that? Well, one is you can't really blow up anything all that big that you're going to change the course of the war with a tactical nuclear weapon. Matter of fact, there are conventional systems that we've developed since the 1940s when we first invented nuclear weapons today that can deliver near nuclear capacity in terms of outputs. So there's nothing really especially useful about that. It's very hard to exploit the effects of tactical nuclear weapons because of all the destruction, including radiation. And it's incredibly hard to do that if you don't have forces that are actually trained and maneuvered to do that. And then, of course, as soon as you detonate a tactical nuclear weapon, you've now joined a very unique club, and you risk total isolation on the world stage. So when you put all things together, it demonstrates that tactical nuclear weapons really aren't tactically useful. And so the notion of people, we have this thing called fire and maneuver, which military people understand, which is whether it's a hand grenade or an atomic weapon, you fire at something in order to neutralize or suppress a target, so then you can then maneuver to an objective. It's very, very difficult to do that in a tactical nuclear environment with tactical nuclear weapons. So really, tactical nuclear weapons aren't really all that promising, which is, again, you don't hear Putin talk about that very much because he knows that, and he knows that people that know that. And I think if we learned one lesson from the Ukraine war, is that if you cannot win a conventional war, you don't start a nuclear one because you're actually not likely to be much better off than you were before. That, I think, is an important foundation because we can have this lovely discussion about arms control, and I'll just end on this thought. But the reality is if we look at the history of arms control have never controlled arms, right? Countries control the arms. And when they've agreed to arms control negotiations, it's to benefit them. And it's never actually been a factor in reducing when and how the weapons are used. It's the nations themselves that do that. So if you want to understand how do you limit the prospect for nuclear war, which is a nuclear country going to war with another nuclear country, then you look at the actors. You don't look at the rules. And you look at what's the cost benefit and the actors and the risks they're willing to take and adjust that because that leads to deterrence, and deterrence would really make a difference. And I'll just end on this, which is the real lesson of the Ukraine war, which is what we've learned in the world today is the way to raise the nuclear threshold, the way to make nuclear warfare much, much less likely is actually to increase conventional deterrence. Because if you cannot win at the conventional level and all the risks you put on the table, the notion of taking that to the next notch, it makes that decision much, much more difficult. Merci beaucoup, Monsieur Carafano. Je me tourne maintenant vers Monsieur Pasco. On a évoqué, peut-être sous la surface, de façon plus ou moins directe, la question évidemment centrale de la dissuasion lorsqu'on parle de nucléaire. Cette question centrale, cette dissuasion, elle vous paraît encore aujourd'hui effective, contraignante, ou faut-elle la repenser peut-être dans le sens aussi plus conventionnel? Merci de cette question. Effectivement, tout ce qui vient d'être dit, effectivement, on a le sentiment que la dissuasion demeure le concept central, parce qu'à mon sens, il l'est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a, ces dernières années, eu coutume de penser on avait des âges qui se succédaient finalement dans le domaine de la dissuasion, avec un premier âge qui aurait été cet âge de stabilité stratégique, puis un deuxième âge, la fin de la guerre froide, où là, on avait une sorte de révision un petit peu de tout ça, de multilatéralisme un peu qui prenait de la vigueur, et puis on retournerait finalement, on serait dans un troisième âge où on verrait la réémergence de tout ça. Je crois qu'il faut se garder d'avoir cette lecture séquentielle, et il faut mieux avoir, je pense, la vision d'un géologue devant une falaise avec la réalité d'une couche stratégique qui est toujours là, qui est celle de la dissuasion, et ça vient d'être dit par beaucoup des panélistes finalement, c'est vraiment ce dont on va le moins parler, parce que c'est ce qui est le plus central, tel qu'il est conçu par les acteurs, par ceux qui le font.
Et puis ensuite, eh bien, effectivement, il y a un contexte géostratégique qui change. Et donc, cette dissuasion, cette notion de dissuasion s'adapte en quelque sorte. On vient de parler de la dissuasion conventionnelle, ça c'est un élément nouveau lié aux technologies. Comment ça s'articule avec la dissuasion nucléaire? Bien sûr, c'est un thème important, mais ça ne supprime pas la dissuasion nucléaire, bien entendu. Et je suis assez d'accord pour dire que tout ce qu'on vient de voir, finalement, les conflits, et notamment le conflit ukrainien, nous laisse penser que, eh bien, oui, le nucléaire, c'est difficile. Le nucléaire, c'est quelque chose de tellement radical, bien que on a cette espèce de distance avec le nucléaire qui fait partie même de la dissuasion. Je dirais que d'une certaine manière, c'est conceptuellement quelque chose qui renforce en réalité le caractère absolu de la dissuasion, ce qui est vraiment sa caractéristique première. Donc moi, j'ai le sentiment que toutes ces évolutions, les technologies, les acteurs, effectivement, qui de toute façon se transforment aussi et se multiplient, les notions de prolifération, tout ça fait partie d'un paysage qui ajoute une nouvelle couche géologique à la falaise, j'allais dire, mais qui ne supprime pas, loin de là, à mon avis, le concept central que reste aujourd'hui la dissuasion, y compris pour, voilà, dans l'époque que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Pasco. Mr. Lajak, I may have noticed that when Mr. Carafano was talking about arms control mechanism, you were not totally okay or in agreement with what he said. Maybe you would like to add your point on that about arms control mechanism. I agree that yes, the nuclear arms are here not to be used. It's a deterrence. But I was not completely in agreement with the second part of the statement saying that it's not about the agreements, if I understood you properly, but it's about the people and countries. I still believe that, as they say, the good treaties make good friends. And as Senator McCain used to say, trust but verify. So we have to invest into confidence buildings, but we need to have a very clear control mechanism. I'm very much in favor of a very clear treaties to make sure we have the deterrence, but we also have safeguards against this deterrence being used. I really think that the more mechanisms and treaties and agreements we have, the safer the world, because then we can see who is behaving by the rules and who is violating these rules. And obviously the issue of deterrence or disarmament has several aspects. The one is military, the other one is diplomatic and political, and it's not only about like limiting or reducing the stockpiles or signing treaties, but it's also investing in confidence-building measures and investing in culture of peace. So it's a very complex process, and we must not underestimate or overestimate one side to the detriment of the other. Thank you, Mr. Lajek. You would like to add something, Mr. Just to follow up, we actually don't disagree on a whole. I would just say good friends make good treaties, but we actually do agree on quite a bit, which is that what I disagree with is people who look at arms control in this rarefied atmosphere and think we just put a treaty together and it's problem solved. What you just said was it's in the context of a strategic relationship. And so arms control in the context of a broader strategic relationship that looks at conventional deterrence, that looks at the relationships and allies and partners and everything else, and creates an environment of trust and confidence. I think you're absolutely right, and I think we have evidence for that because really in the late 80s and the early 90s, we actually did a lot of de-escalating risk built exactly on the model you just described. Thank you. Mr. Kusti, going back to you, I'd like to have your perspective on two things. First, maybe if you have something to add about the arms control debate and mechanism. And the second thing would be about the ambition mentioned earlier by Mr. Lajak, if I'm correct, of getting rid of nuclear weapon in the international system. The very old, I might say, ambition we had a decade ago. Do you think we need to forget this ambition, or maybe she can be renewed anytime soon?
Well, I will start with earlier reflections on the deterrence and whether it works or it doesn't. Well, the concept of deterrence has always been there. Making your adversary believe that if you want to do harm to us, then what I will do against you will be infinitely higher, so you would give up your idea. That is the simple notion that has always been there. What has happened now, I think, in last 2 decades is that there are many people who have convinced themselves that deterrence is not only military, that it's also diplomatic, there are also sanctions, there are also information sphere, economic. I think what we have learned now in Ukraine is that only thing that functions is military. And I think this is also the sole conclusion from Israel-Hamas conflict now. And it leaves them no option than to uproot Hamas, because the other avenues just don't work. And if you don't want this to happen again, then it's the only thing you can do. If you look at the sanctions, for example, that were imposed to Russia after Crimea, then single one of them have been lifted. Russia has learned how to live with them and profit from them and so forth. North Korea, Iran, they have been under sanctions for, 50 years. The only thing that you can trade with is potatoes, basically. And yet, North Korea is conducting intercontinental ballistic missile tests every single, month. Which means that the focus on military deterrence is back. And of course, now getting to your question, if the focus on military deterrence is back, then the likelihood that the nuclear proliferation process would somehow get or non-proliferation would get some sort of new breathing is, well, to put it mildly, unlikely. Thank you for putting it mildly. Mr. Kovac, je me tourne vers vous. Il y a quelques minutes, M. Pasco rappelait que le nucléaire, c'est radical. L'aurait-on oublié, ou dans le discours public, avez-vous le sentiment que certains acteurs auraient pu l'oublier? Oublier quoi? Vous avez pas parlé de... La dimension radicale, je pense, notamment dans les conséquences. Concernant l'utilisation des armes nucléaires. Oui. It is always a radical solution, of course. But as I said before, and I quoted Evel Haynes, the possibility, of course, exists. But when we speak about deterrence always works when the power which uses deterrence as a tool is strong enough. For instance, right now the US sending aircraft carriers to the Mediterranean. Apparently it works, because we see that Hezbollah is not radicalizing things, and Iran does not push Hezbollah to enter into the war against Israel. So deterrence can work. And by the way, when we speak about Russia, if, and this is what I said in 2015 in Washington, if the West, the Americans and its allies, had sent forces, peace forces to Ukraine after the first invasion in 2014, we wouldn't have had the second invasion. That would have a clear deterrence and not sanctions. But Mr. Medvedev is some kind of PR spokesman of Mr. Putin, and he likes to radicalize things, but I would never underestimate the resolve of a power like Russia if it is really threatened when it comes to its existence, how the Russians see it and not we. Because when we speak about Russia, it is our view. They have their own view. And if they themselves see themselves threatened, you cannot exclude that they have recourse to nuclear weapons, unfortunately. Thank you, Mr. Kovac. Mr. Zalewski, I'd like to move our discussion toward the topic of proliferation. In the 90s, we feared, or many countries feared, that we could end up with tens or thousands,
of country having nuclear weapons or becoming nuclear power. Those fears didn't materialize in the 90s, but nowadays we talk again about the risk of proliferation. What would be your take on the current risk of proliferation and how the international community might deal with it? I agree with you that the situation has changed from 90s and now, and even Lajcik, the former president of General Assembly of the UN, mentioned in his speech that we are not having just the states, but also possibilities that some non-state actors get hold of some of nuclear weapons, which is giving additional complexity to the whole issue. And you know, if you look at the whole issue of nuclear environment, if you look, let's say, 60-70 years ago when it was Cuba Missile Crisis, you had two actors, Washington and Moscow, nuclear weapons, and a little bit issues with communications. In today's world, we have currently 9 states, nuclear states. Then we don't have just one, let's say, technology. We have cybersecurity, we have artificial intelligence, which creates additional complexity in the environment which has to be regulated. And obviously we need to find a new way how to start a new process of creating a international legal framework for this very important issue. And also I was quite positively surprised when a group of intellectuals, not directly working in the government, but like a European Leadership Network and Asian Leadership Network, they made a joint statement with high-level former military and politicians that the world has to decrease its nuclear weapons. So in general, I believe we have to have a little bit more wider, not just to get military and politicians, but also intellectuals in order to help us to create that new legal environment on control of nuclear weapons. Thank you very much, Mr. Zolewski. Monsieur Trinquant, quand on pense prolifération de nos jours, il ne faut pas oublier les acteurs non étatiques. Certains de nos panélistes l'ont évoqué à juste titre, mais peut-être que de façon spontanée, quand on envisage le risque de prolifération, l'acteur ou le pays qui vient à l'esprit, c'est avant tout l'Iran. Seriez-vous en mesure peut-être de nous expliquer en quoi le programme nucléaire iranien pose un risque fondamental de prolifération? Et par ailleurs, pour évoquer l'acteur non étatique, selon vous, est-ce qu'il est réaliste de craindre qu'un acteur non étatique puisse développer les capacités d'utiliser le nucléaire sous quelque forme que ce soit? Merci bien. Alors sur la première partie, sur l'Iran, il faut remonter loin. Le discours sur l'axe du mal du président Bush en 2002. L'axe du mal, c'était la Corée, l'Iran et l'Irak. Le seul où il n'y avait aucune trace de nucléaire, c'était en Irak, et c'est le pays qui a été attaqué. La Corée a maintenant l'arme nucléaire, et l'Iran est en passe de l'acquérir. Donc, erreur stratégique majeure faite à ce moment-là. Maintenant, pour revenir sur l'Iran, a été mis en place tout un processus pour l'empêcher d'avoir l'arme nucléaire. Sur des critères techniques, je laisserai des spécialistes en parler mieux que moi, mais sur des critères techniques avec la masse critique d'uranium enrichi. Il y avait un accord dans lequel, globalement, tout le monde était d'accord. Et puis est venu un changement d'administration aux États-Unis qui a arrêté ce processus. Et donc aujourd'hui, on pense effectivement que l'Iran est en passe d'acquérir l'arme nucléaire. Alors quel est son danger si elle peut l'avoir? D'abord, elle a les vecteurs, c'est-à-dire
fusées qui peuvent l'emporter déjà, on le sait. Mais c'est simplement dans les discours. C'est-à-dire que l'Iran est de ceux qui ont dit qu'il fallait détruire Israël et que donc probablement l'utilisation de l'arme nucléaire pourrait être utilisée. Donc voilà le type de danger. Mais ça a été, faut remonter simplement, une erreur stratégique majeure que de s'occuper du seul pays qui n'avait pas l'arme nucléaire et laisser les deux pays qui l'avaient l'avoir progressivement. Et donc, après, ils ont l'arme nucléaire. Alors, le cas de l'Inde et du Pakistan qui a été cité est très intéressant, parce qu'effectivement, l'Inde et le Pakistan ont tous les deux l'arme nucléaire. Or, ils sont très antagonistes, et pourtant, on n'a pas des certitudes, jamais. Mais il y a de bonnes chances pour qu'ils ne l'utilisent jamais. Donc, c'est un sujet intéressant. J'espère avoir répondu à la première partie de la question. La deuxième partie, les acteurs non étatiques, moi je crains beaucoup plus ce qu'on appelle les bombes sales, c'est-à-dire l'utilisation de matériaux nucléaires. Prenons, on en a beaucoup parlé, par exemple, la centrale de Zaporijjia en Ukraine. Dès qu'on parle de nucléaire, les gens ne font pas la différence entre le civil et le militaire. C'est la panique. Et moi, sur le plateau télévisé, tout le monde me disait « faut qu'on en parle parce que tout le monde est paniqué sur le nucléaire ». Alors, on avait des ingénieurs très chevronnés qui venaient expliquer « mais vous inquiétez pas, Zaporijjia, ça ne sera pas une explosion nucléaire ». Mais en revanche, les déchets nucléaires utilisés par un acteur non étatique avec de l'explosif normal, entre guillemets, dans une ville, ça peut être absolument catastrophique. Et donc, je pense plus à cette formule-là qu'à la capacité de créer une véritable arme nucléaire et l'utiliser. Bien, il faudrait prendre une arme nucléaire détenue par un pays de ce qu'on appelle doté, c'est possible, et qu'il soit pris. Alors, je sais que, par exemple, dans le cas du Pakistan, j'ai des voisins de gauche qui regardent de très très près que ce soit contrôlé et que ça ne puisse pas être utilisé par des mouvements, parce qu'au Pakistan, il y en a, des mouvements djihadistes qui pourraient peut-être s'emparer d'une arme nucléaire et l'utiliser ailleurs. Donc là, il faut qu'il y ait un système de contrôle qui, je crois, est en place, au moins pour le Pakistan. Ailleurs, je vois moins de danger que cela. Je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions. Tout à fait, très bien. Merci, Général Trinquant. Since you have a neighbor on your left, I will ask a question to Mr. Carafano about the threat represented by the Pakistani nuclear arsenal. Mr. Trinquant just alluded to. Is it still today a topic of concern for the United States, as it was, for example, after 9/11? I would say the Indian nuclear front is relatively stable. I would actually say the North Korea, Northeast Asia scenario is fairly stable. I think the two immediate issues were, well, one was mentioned, which is what if there's an Iranian nuclear breakout? And I think the two most concerning consequences of that is what if other countries in the region decided they needed an independent nuclear deterrent to match that? And now we have a nuclear Saudi Arabia, nuclear Turkey, Egypt. What are the implications of the non-proliferation treaty? I mean, or Iran becomes a declared nuclear power and then begins to use that power and influence to make excessive demands that create stress in the region. So I think that's one issue. And the other one, of course, is China is going to reach nuclear parity with the United States and Russia. That's a completely new environment. I think that one's actually more predictable to discuss. What you find is nuclear weapons really aren't all they're cracked up to be. All they're really good is for deterring the other nuclear war. So once you've done that, where do you go from there? So it would make the prospect of nuclear war between China and the US less likely, because they have nuclear parity. But that doesn't mean that they won't fight each other more, because we actually saw a period where, as the Russian and American arsenals built to their peak, that's actually when they did most, not directly with each other, but surrogates and that was actually most of the violence in the world happened because they couldn't push each other at the strategic level, so they went underneath that. So the US and China could actually wind up be poking each other more, not less.
The other option is to try to get to nuclear dominance, which means new systems, new capability, the arms race approach, which again we tried during the Cold War. So the one thing you always have to remember in every nuclear competition, which is no different than any other competition, which is the other side gets a vote. So there are not linear paths in terms of how nuclear competitions unfold. Once people get to the fact that, okay, I've got this power that I really can't use, so where do I go from here? Thanks a lot. Monsieur Pasco, j'aimerais revenir sur la question de la dissuasion et de la prolifération, en particulier au Moyen-Orient. Monsieur Carafano, il faisait juste allusion. La théorie classique de la dissuasion pourrait nous permettre d'envisager l'émergence de l'Iran comme une puissance nucléaire de façon relativement paisible, ne pas trop préoccupé dans la mesure où on pourrait évoquer la pratique historique de la théorie entre deux rivaux, comme on le voit aujourd'hui entre le Pakistan et l'Inde. Finalement, ça ne laisse pas présager d'un conflit nucléaire. Donc, dans le cas de l'Iran et d'Israël, pourrait-on envisager la même chose, ou en fait, la question de la prolifération iranienne ne devient-elle pas un véritable enjeu de sécurité mondiale à cause du risque de prolifération, notamment d'autres acteurs dans la région, comme l'Arabie Saoudite, éventuellement la Turquie, l'Égypte et autres? Oui, alors c'est vraiment une question légitime, et effectivement, il y a vraiment la différence entre la théorie, ce que nous dit la théorie de la dissuasion, et potentiellement les ouvertures possibles. La difficulté pour la dissuasion, c'est qu'évidemment, elle produit tout son effet à partir du moment où elle est crédible. Toute la période qui consiste à se construire une posture de dissuasion, alors même que la prolifération, le niveau de prolifération, la capacité du pays à accéder à ce statut politique nouveau n'est pas avérée, est la période de tous les dangers d'une certaine manière. Parce que c'est la période de tous les discours possibles et de toutes les surenchères possibles. Et d'une certaine manière, on pourrait voir finalement cette période pré-dissuasion, si vous voulez, comme une période de divergence, au plan presque comme on en parle en physique. C'est-à-dire que le phénomène diverge. Donc ça, c'est une grande difficulté. La réalité, c'est que la dissuasion, ça marche aussi avec de la transparence. Je me rappelle, et ça fait référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, la guerre froide, je dirais, on a inventé les satellites pour faire fonctionner la dissuasion. Ce qu'on appelait les moyens techniques nationaux dans tous les traités, c'était des satellites d'observation qui permettaient à chacun de se surveiller et donc de créer les mécanismes de cette dissuasion. Et quand on se regarde l'histoire un peu de ces satellites d'observation, et si on regarde ça d'assez près, on se rend compte que très très rapidement, c'est devenu une priorité essentielle qu'il fallait réussir à réaliser de la manière la plus rapide possible. Pourquoi ? Parce qu'il fallait surtout pas déconnecter cette capacité à créer de la transparence de la construction de la dissuasion elle-même. Ça marche main dans la main. Et donc ça, c'est la difficulté. Alors aujourd'hui, si on parle de prolifération, on est souvent dans le contraire de la transparence. Il y a l'arme nucléaire d'un côté, il y a les missiles de l'autre. Les missiles, c'est un domaine de prolifération où chacun va essayer de la manière la plus obscure possible de peut-être mélanger un peu les signaux et de se construire une... Donc on est toujours dans cette période d'accès à ce statut qu'on veut politiquement atteindre, qui est celui de l'État qui sera dissuadé. On est toujours dans une période de tous les dangers, parce que là, la connexion avec la transparence ne se fait pas. Donc, je reviens sur ce sujet, la dissuasion, c'est aussi de la transparence. C'est du message, c'est de la communication. Quand on se parle, et se parler, c'est déjà établir un contact essentiel pour éviter les escalades, pour éviter précisément que le phénomène diverge au plan physique du terme. Donc je suis assez intéressé par votre analyse sur la situation régionale créée par ce lien avec l'Iran, l'Israël. Effectivement, on est un peu, et ça c'est sans doute un facteur de danger particulier, on est un peu dans une période extrêmement sensible. Et sans que ça présage de ce qu'on veuille voir l'Iran acquérir ou non cette capacité. Donc effectivement, c'est un point tout à fait... Merci beaucoup. I'd like to address the topic of the US nuclear umbrella.
It's been considered by many of US allies throughout recent history as the key security insurance for those allies who are not nuclear power. Mr. Lajak, maybe I will ask this question to you to start maybe a discussion on that. What should those US allies do if the US in the near future were to provide this umbrella, this nuclear umbrella, no more to their non-nuclear allies? Well, I hope it will not happen. I hope it will not happen because the world will be a much unsafer place. I represent the European Union, but I'm Slovak, and my country joined NATO for greater security. And of course, we are trying to contribute as much as we can with our share to the security of all the allies. But everybody knows that the major share of the security comes from the United States, and the nuclear umbrella is the, I would say, decisive element of this feeling of security. So I don't want to think about the consequences of this, and I don't think it might happen in the United States because I think they are too serious a country for these kinds of moves. I said I am a diplomat. I believe in diplomatic solutions, but at the same time, and I want to be very clear, I do believe in the concept of deterrence, military deterrence, nuclear deterrence, in order to prevent wars, and particularly nuclear conflict. I don't believe in nuclear solutions. I don't think there is such thing as nuclear solution or a military solution, to be clear. For me, military intervention is a failure of diplomacy. And that means there was a political diplomatic effort before, which failed. Then there was a military intervention. And then there was again political process trying to settle what were the results. But since 1945, I cannot recall a problem to be solved solely through military means. And I don't think we should try because it would be too risky. We need to invest in peace. We need to invest in diplomacy. I think the agreement, which is not perfect, is still better than no agreement at all. I still believe that the world was a safer place after the JCPOA agreement with Iran was signed than today, when this agreement is no longer in force. And therefore, we need to invest all our capacities and capabilities into preventing military solutions and achieving our goals through political and diplomatic solutions. And for this, we need to invest in, as I said, culture of peace, including in prevention, in education, in inclusivity, and of course in a proper financing. So this is extremely important. We constantly trying to add this political and diplomatic angle to this military panel here, because I really believe that one cannot go without the other. And it would be very dangerous believing that, as they say, if you have a hammer, every problem looks a nail to you. I think it's a very dangerous concept. Thank you, Mr. Lajak. Mr. Kusti, as a representative from Baltic states, are you really concerned that the US might not in the near future no more provide or stop to provide this nuclear umbrella? Well, thank you for the question. The simple answer is no. We are not concerned. But we are concerned that Russia believes that it's important that the US would move away from or move back to the 97 borders. And it's not only a ghost story on the wall, as it was maybe before to many. It's something that Russia put for everyone to read and analyze at the end of 21 before going into Ukraine. And the whole strategy
for our defense, and also something that we have advocated through NATO has been addressed to the same issue. In Madrid summit, that was 22 summer, all the heads of state and government, every single one of those, agreed that NATO needs to move from this deterrence by punishment concept to deterrence by denial concept. That's a huge shift. And that's not only a huge shift when it comes to words, but also a huge shift when it comes to resources and troops and everything. That was extremely important for us because we all sort of realized firsthand what was the risk implanted into this deterrence by punishment. We were acknowledging the risk because we all accepted this. We all thought that this was a concept that was fit for purpose, and, well, to be honest, it also worked. But the problem with this is this sort of restoration element of the military operation, especially if you are in a country with almost zero strategic depth. There would be no country after the restoration or liberation operation would start. So this became politically unacceptable. So Alliance decided that we're going to put in place something that was commonplace throughout Cold War as a deterrence by denial. Also said by the words of United States of America, not an inch. Not the second, not an inch. We're going to fight from the first second, basically sending the message that don't you even dare to think to try. But this was a declaration in Madrid. Well, to put it more concretely, it was a one paragraph, basically, or one sentence that said that. And it became clear to everyone that the sentences or paragraphs are clearly not something that are Russia or Putin. It might work other way around. So the Alliance convened another meeting, another summit that happened in Lithuania, in Vilnius this summer. And the first time in 30 years, the actual war plans were enacted. Agreed by the heads of state and government, actual deterrence by denial war plans that are needed to send the message. But again, as the declarations don't convince, then the plans don't convince either. The execution of the plans convinced. The troops that need to be there to back up the plans. The exercises that convince your opponent that you are ready to use them. And even in every single plan, there are risks, that are things that expose or give opportunities to your opponent. You need to be extra deliberate in addressing this one. In our part of the world, clearly the risk is reinforcement, getting there on time. How do you send the message? You rehearse. You pre-position some of the stuff. You make sure that if you lack strategic depth, then you need to send a message that the war is also going to your territory. This is where this deep precision becomes important. And this is all what NATO is doing. Well, the sad story, of course, that if this was so easy, then this would have been in place already years ago. But clearly, this is now when this years of underinvestment into defense in Europe is coming back as a heat wave. And now we need to remedy all the deficiencies that accumulated over the last 2 decades in, factually 3 or 4 years. Thank you. Mr. Zalewski, as a representative of one of the latest NATO member states, I'd like to have your take on this question of the American nuclear umbrella in a few minutes, if you want. First, I would like to state that for my country, being member of NATO was quite reassuring for the citizens of the country when this aggression to Ukraine became. Being part of that military umbrella was important for smaller countries that it showed the signal that we are protected by alliance. Also, what's very important, the more countries from Europe are in NATO, the more secure is Europe. Because when you have a power vacuum, some other forces would like to get in that power vacuum. I will tell you, I came back from Washington in 2014
and became a Minister of Defense. And on my surprise, the Russian in September 2014, the Russian Foreign Minister Lavrov gave an interview for some Bosnian newspaper stating integration of the Balkans is threat to Russia. So we see that as an interference in our domestic issues. So for us now, being member of NATO was extremely important and give assurances to our people and our society in general. When it comes to U.S. umbrella, I'm pretty sure that there is no chance that U.S. will withdraw from Europe. When I served in Washington, there was some discussion during President Obama about shifting pivot to Asia. They wanted to withdraw some troops from U.S. from Europe in order to give more attention to Asia. But it was all of think tanks and also politicians, they say Europe is very important, we should stay. And US has invested a lot in Europe, and they are proud of their investment, and they will continue to provide their nuclear umbrella to Europe. I don't have any doubts on that. Thank you very much. Peut-être une dernière question avant que je laisse à l'audience la chance de poser ces questions. On aura un peu de temps. Cette dernière question, je vais l'adresser à M. Kovacs, à M. Trinquant, à M. Pasco et à M. Carafano. Parce que peut-être qu'on n'aura pas exactement la même perspective. M. Trinquant, vous évoquiez il y a quelques minutes le fait qu'en 2003, s'attaquer à l'Irak fut peut-être pour les États-Unis une erreur stratégique majeure. Monsieur Ladjak soulignait il y a quelques instants qu'il trouvait qu'on était dans un monde plus rassurant, plus en sécurité, jusqu'en 2018, lorsque l'accord sur le nucléaire iranien, appelons-le comme ça, était en place. Donc, messieurs, et vous vous exprimerez dans l'ordre que vous voulez, pensez-vous qu'après l'erreur stratégique de 2003, la deuxième grande erreur stratégique concernant le nucléaire commise par les États-Unis aurait été le retrait ou la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 ? Oui, pour les deux. Oui, pour les deux. Je pense que... Et au passage, c'est lié. Je rappelle que l'attaque sur l'Irak en 2003 a bouleversé tout le Moyen-Orient et a renforcé considérablement l'Iran, puisque aujourd'hui, les mouvements chiites en Iran, qui attaquent les bases américaines d'ailleurs, ont été renforcés. C'est le premier point. Donc oui, je pense que c'est des erreurs stratégiques sur les deux plans. Si vous permettez, je voudrais juste rajouter sur la question précédente. En France, on dit que la dissuasion nucléaire fonctionne tant que les intérêts vitaux de l'État ne sont pas touchés. Et donc, sur la question des intérêts vitaux, doit-on considérer que si l'Estonie ou la Pologne est attaquée, ça touche aux intérêts vitaux américains ou pas? Ça, c'est aux Américains de répondre ou aux Européens de le croire. J'ajoute simplement que la France, qui est le seul pays doté de l'Union européenne, le président Macron a dit que ceci pouvait être élargi. Alors évidemment, on ne dit pas, parce que les intérêts vitaux, il ne s'agit pas de tracer une ligne, ce qui serait trop facile pour celui qui est en face, de dire si je ne franchis pas cette ligne. Mais, à mon sens, les Européens n'ont pas saisi la balle au bond du tout, parce qu'évidemment, entre la panoplie nucléaire française et la panoplie nucléaire américaine, il n'y a pas photo. Et que de prendre la position offerte par la France pourrait diminuer la capacité américaine à s'investir sur la défense de l'Europe. Donc je pense que... Mais c'est un sujet extrêmement intéressant, et comme on le dit, on y pense beaucoup, on n'en parle jamais. Merci beaucoup. Mr. Carafano, would you like to jump in on this topic? Yeah, so actually I've been
this whole panel, all I've wanted to say about what does this mean for Africans and Africa, and I actually think I now have at least a partial answer for that question. I think the U.S. strategic extended deterrence is going to remain in the two critical theaters, which is in Western Europe and in Northeast Asia. And for the simple reason that those are both areas where the United States has vital interests. So the first measure of extended deterrence is, do you share the same threats and concerns? And the answer is yes. The second is do you have the strategic capability to do that? And I do believe the United States will have that over the long term. And the third, and this is really the critical point, is conventional deterrence. Because what makes you very comfortable about your strategic deterrence is that you don't believe you ever have to use it, because you can stop your threats with conventional force. And I do believe that we are going to enter an era in which European self-defense and transatlantic self-defense is not only going to become more possible, but it's definitely going to happen. I'm confident of that. So what does this mean? I actually think in terms of the strategic defense of their own areas, of the United States and the Atlantic community, that we together as a community are going to be stronger and more self-reliant in our defense in the decades ahead. So what does that mean? I think that means that we are going to be able to engage the world with more confidence and more openness, because we believe we can defend our own people, not by being aggressive and causing wars and attacking other peoples and starting wars with other peoples, but by warning people off that you will never profit or win by a war with us. Doesn't mean to be the end of the war, be the end of conflict, be the end of terrorism, but it does, I think, will allow our economies to grow, it'll protect our freedoms, and it'll allow us to lead from a position of strength. And I say that because I think that's going to make the transatlantic community a better partner for Africa, because we will be both more willing, more confident, and I actually believe in the long term, more capable to partner with people who are interested in the kind of things that we are, which is a world where we're not fighting each other. Thank you. Thank you very much. Monsieur Kovacs, Monsieur Pasco, quelque chose à ajouter sur cette question? Au lieu maintenant de constater ce que le général Trinquant a dit, que ça a été une erreur stratégique, je pense que il faudrait peut-être parler de stratégie pour le futur. Et là, je pense que récemment, quand il s'agit de nos amis américains, et ça, j'ai écrit dans un article en Croatie il y a un an, c'est peut-être une erreur, mais c'est aux Américains de le voir, de compliquer les relations avec la Russie, parce que on aurait peut-être besoin de la Russie pour la grande confrontation avec la Chine. Et Vladislav Surkov, ancien conseiller de Poutine, ex-deputy prime minister de la Fédération de Russie, il a écrit récemment, c'est un article qui a été publié sur un blog, dans un blog en Russie. Il n'a pas été sanctionné pour cela, parce que c'est une opinion contraire à ce qu'on devrait dire en Russie. Il a dit, soyons réalistes, il y a le Sud global qui devient de plus en plus fort, et logiquement, il devrait y avoir aussi un Nord global. Et le Nord global, c'est quoi? C'est les États-Unis, l'Europe et la Russie. Et donc, c'est aussi culturellement, c'est compatible. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une confrontation, mais c'est logique. Et donc, au lieu de parler de 2003 et de 2016, je pense que là, il faudrait peut-être que nos amis américains, et M. Carafan est un thinker, he's a thinker, a strategist, il y a des républicains aux États-Unis qui réfléchissent ainsi. Il faudrait peut-être revoir un peu la stratégie vis-à-vis de la Russie, bien sûr, sans accepter ce que la Russie a fait en Ukraine. Mais là aussi, je l'ai dit à mon ami Miroslav Lajčák, en fait, il faut aussi changer de discours, parce que l'Ukraine, c'est une petite digression, il faut commencer à changer de perspective, parce que l'Ukraine, en fait, il a déjà gagné la guerre
parce qu'elle contrôle 80% de son territoire. Voilà, merci. Un mot, Monsieur Pasco, si vous voulez. Oui, très rapidement, en fait, pour rebondir, en fait, donner une perspective sur tout ce qui vient d'être dit, finalement tout se recoupe. L'une des difficultés que je vois, c'était établir une position de force, reparler de changer ses perspectives. Quand on établit, et notamment par rapport à notre sujet de la dissuasion, quand on établit une position de force, on crée très vite une ligne en deçà de laquelle on admet de ne pas agir et au-delà de laquelle on agit. Et ça, c'est toujours compliqué quand il s'agit de dissuasion. Donc ce sera toujours le petit twist, j'allais dire, qui fait que les frontières chimiquement pures dans tout ce domaine qui concerne la dissuasion, le stratégique, sont toujours des interfaces difficiles à gérer. Donc je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Merci beaucoup. Alors, vous avez peut-être vu passer sur les écrans, c'était assez immanquable, qu'il nous reste quelques minutes, peut-être 4-5 minutes pour des questions du public. Donc, manifestez-vous. Oui, levez-vous peut-être. Comme ça, vous aurez le micro. Et je pourrais peut-être prendre une ou deux questions en rafale, les questions les plus concises possibles. Et comme ça, on aura un petit peu de temps pour y répondre. Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Khadija Billy, je suis architecte. J'ai écouté très attentivement vos remarques. Je trouve ça très intéressant. Il y a des choses que j'apprends qui sont un peu effrayantes dans le sens où les déchets radioactifs qui risquent de faire beaucoup plus de mal. Ma question est la suivante. Moi, je suis un peu perplexe sur ce concept parce que de la dissuasion nucléaire, hein, puisque pour deux choses, parce que le monde a changé, que la dissuasion nucléaire avait encore un sens à l'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale, ça avait encore un sens de parler de dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et beaucoup d'autres puissances se dotent de la puissance nucléaire également. Et justement, vous parliez de l'Irak. Beaucoup de pays du Sud n'ont pas envie de se faire envahir comme l'Irak a été envahi. Et ce qui est tout à fait légitime, qu'ils aient envie, eux aussi, d'avoir cette dissuasion nucléaire. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ceux qui ont la puissance nucléaire ne sont pas capables d'arrêter des pays qui veulent se doter du nucléaire et que ça devient très compliqué. Donc là, plus le temps avance, plus... les pays se dotent, ceux qui ont les moyens se dotent de l'arme nucléaire. Donc, on va arriver à égalité. Donc, comment on fait ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, de parler de dissuasion nucléaire, je ne sais pas si ça a encore un sens en 2023. Là, oui, si vous parlez de globe nord, enfin nord global contre sud global, j'avais compris un petit peu, je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai que pour moi aujourd'hui, ce qui me fait plus peur, à la limite, c'est ce que je reviens sur les propos du général Trinquant, c'est les groupes terroristes qui vont se doter de déchets nucléaires pour faire beaucoup de dégâts en détruisant des villes. Voilà. Ah, merci pour votre question les réponses pourraient susciter un autre panel. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps pour un autre panel. Donc, je vais vous demander peut-être en rafale à nos panélistes qui veulent répondre, peut-être M. Kovas, de commencer. Rapidement. Donc, si l'Ukraine n'avait pas accepté que les armes nucléaires ex-soviétiques quittent son territoire, la Russie, vraisemblablement, n'aurait pas attaqué l'Ukraine. Voilà. Donc, c'est toujours d'actualité. Messieurs, quelque chose ? Non, je crois que vous l'aviez dit, le nucléaire protège du nucléaire. Vous avez et ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. Et les Ukrainiens doivent se mordre le doigt. Au passage, l'accord, c'était on rend les armes nucléaires et nos frontières sont garanties par des grandes puissances qui n'ont rien fait en 2014. Et donc, je pense que le nucléaire, ça protège du nucléaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, les Russes le font sous parapluie nucléaire. Et c'est pour ça que les Américains sont très prudents
On leur reproche beaucoup de ne pas avoir fourni assez d'armes assez tôt, etc., etc. Mais ils sont très prudents parce que on ne sait pas où est la ligne qui fait qu'on touche à l'intérêt vital. Hein, et il est mouvant, hein, au passage. Hein. Entre les territoires russes d'origine et les territoires annexés, ça peut être mouvant. Voilà. Ben, merci beaucoup. Pour rester à l'heure, on va en finir là. Je suis Julien Toureil. Ça a été un plaisir d'animer cette dernière session des MEDays 2023. En mon nom personnel et celui de l'audience, je tiens à remercier nos 7 distingués panélistes. Ah, vous êtes chanceux, on a le droit, on peut prendre encore. Bon. Donc mes remerciements sont toujours valides, mais en plus, vous avez droit à une question supplémentaire. Le bonus. Donc, très court quand même la question. Oui, d'accord. Je vais être direct. Mon français n'est pas mon forte, je préfère l'anglais, mais je vais essayer. Je suis qu'un étudiant et vous avez mentionné que l'Ukraine a déjà gagné la guerre parce qu'elle est déjà en totalité du contrôle. Je sais pas, vous avez dit 4 ou bien 40 80, d'accord. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus? Est-ce que c'est en termes de pouvoir militaire ou bien juste parce que c'est le territoire? Merci. Je le fais rapidement. Donc, quand je dis qu'il faut changer de perspective, je le dis parce que il est fort peu probable, en ce moment, donc en novembre 2023, que l'Ukraine puisse récupérer l'ensemble des territoires occupés. Les experts vous le diront. Il y a des experts ici. Donc, si c'est le cas, et si le but a été que l'Ukraine devienne un pays démocratique avec un système libéral comme on l'a en Occident, et si la plus grande partie du territoire est sous contrôle de Kiev, du gouvernement élu par les Ukrainiens, c'est déjà un succès. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine ou les Ukrainiens devraient accepter la perte des territoires. Donc, ils pourraient se préparer à les récupérer un jour. Voilà. Mais si l'on reste dans cette perspective-là, on a le sentiment, ou on propage le sentiment qu'ils sont perdants. Il y a un exemple dans l'histoire du 19e et 20e siècle. Le général Trinquant est ici. La France, malheureusement, elle a perdu l'Alsace et la Lorraine dans la guerre entre la Prusse, l'Allemagne et la France, mais elle a récupéré ces territoires en 1918. Hein? Et les Français ont su former un esprit revanchard. Ils ont créé une école libre des sciences politiques, créé de nouvelles élites qui devraient récupérer ces territoires. Donc, le même schéma pourrait s'appliquer à l'Ukraine. C'est facile pour moi de le dire en tant que Croate parce que je ne suis pas concerné directement, je ne suis pas ukrainien, mais je suis peut-être quelqu'un qui a une vue objective et assez froide. Voilà, suffisamment froide. Voilà, merci. Alors, une dernière question pour monsieur. Vous avez vraiment la dernière question, donc profitez-en. Est-ce que le micro arrive dans un instant. Oui, je vais faire un parallélisme à ce qu'a dit M. Trécan par rapport aux intérêts vitaux et la menace existentielle par M. Pasco. En principe, l'arme nucléaire est là pour ne pas être utilisée, mais vous n'avez pas exclu la possibilité de l'utiliser si la menace est existentielle. Mais qui apprécie la menace existentielle? C'est celui qui est attaqué ou c'est celui qui attaque? Voilà la question précise que je voulais poser. Merci beaucoup. Non, mais comme je le disais, il pensait toujours n'en parler jamais. Évidemment qu'on ne va pas dire quelle est la menace existentielle. En revanche, toujours croire que ça peut être utilisé, ça contribue à la dissuasion. Il ne faut pas croire que l'arme nucléaire est là pour ne
avec zéro chance d'être utilisée. Elle peut être utilisée. Et les intérêts vitaux, évidemment, ne sont jamais décrits. Si vous voulez, c'est l'inverse de la fameuse ligne rouge dont on a parlé à plusieurs moments dans les guerres. On parle de la ligne rouge, on trace une ligne rouge, et puis quand la ligne rouge est franchie, on fait rien. Les intérêts vitaux, ça reste un concept vaste. C'est pour ça que je disais que pour la France, est-ce que c'est quand l'Estonie sera attaquée, parce qu'on considérera que c'est vital pour l'Europe et donc pour la France, ou pas? Il s'agit de ne pas le dire, mais que l'autre se l'imagine. Voilà. Non, j'ai rien à rajouter. Effectivement, on est sur ce... C'est précisément parce qu'on ne peut pas le définir qu'elle est toujours à l'esprit. C'est quelque chose qui est difficile à saisir en réalité. C'est une réalité qui s'impose à nous sans qu'on puisse la percevoir. Et c'est ça qui en fait sa puissance. Moi, je suis frappé par une chose, par exemple, et très très rapidement, il n'y a pas eu de course aux armements dans l'espace. Aujourd'hui, on parle de... Il n'y a pas eu de course aux armements dans l'espace pendant les pires moments de la guerre froide, où des tests étaient faits qui auraient pu détruire très très rapidement les engins des uns et des autres. Et pourquoi? Parce que c'était l'assurance-vie des deux. Et c'est le fait même que l'espace soit devenu cette assurance-vie, sans même qu'on en parle. Quand je disais tout à l'heure qu'on disait des National Technical Means, c'était pour éviter de parler de satellites. On n'admettait pas l'existence de ces systèmes même. Et pourtant, ils étaient à l'esprit de tous. Et finalement, il n'y a pas de course aux armements dans l'espace. Alors aujourd'hui, on est dans des dynamiques un peu différentes. Justement, c'est très intéressant d'ailleurs de voir cet environnement particulier agir comme un petit baromètre de ce qui est en train de se passer de manière plus stratégique. Et d'ailleurs, là, il y a beaucoup, à mon avis, d'études à faire, de recherches à faire. Mais vraiment, ça donne vraiment cette impression qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on se cachait même, tout en sachant très bien que l'autre le savait. Et là, on rentre dans une alchimie qui est vraiment assez unique à ce concept de dissuasion, qui je le comprends parfaitement, hein, et moi le premier, peut perturber. On conclut donc sur une idée tout à fait fascinante et qui doit donner, je pense, matière à réflexion, les vertus de l'ambiguïté en relations internationales, que ce soit sur les questions nucléaires, où on a parlé d'ambiguïté aussi un petit peu plus tôt dans la journée, dans certaines relations entre grandes puissances. J'y reviendrai pas. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci à nos distingués panélistes pour cette formidable dernière séance. À très bientôt, j'espère. Au revoir.